Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce très bel espace Waste Weekend aujourd'hui pour des regards croisés sur la communication responsable et un parterre d'experts exceptionnels. Puisqu'aujourd'hui, j'ai Stéphanie Bonnard, directrice générale de l'agence de communication responsable Sextant, Xavier Corval, président fondateur d'Ecosphère, Madame la présidente de la RBE, l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, Madame Anne-Claudius Petit et Cyprien Fonvielle, cofondateur de NID, la fondation NID. Et je vais commencer avec vous, Madame la Présidente. La communication responsable, c'est important en 2021 de responsabiliser cette communication quand on parle d'environnement, mais pas que. Oui, c'est très important parce que on sent souvent une méfiance sur ce qu'on appelle souvent le greenwashing et donc on communique d'abord et en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière comme action concrètes, réalistes, qui atteignent des objectifs. Et je vois bien, nous, à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, on existe depuis 40 ans. Et donc, on sait ce que c'est que d'agir localement avec les territoires, avec les collectivités, avec les acteurs, les gestionnaires d'espaces protégés, par exemple. On a été souvent beaucoup dans l'action et on se rend compte maintenant qu'au-delà de cette action qu'on a et dans lesquelles on essaye de les accompagner, il faut aussi qu'on les accompagne dans la manière dont ils communiquent sur ce qu'ils font. Et qu'ils communiquent pas n'importe comment, entre guillemets. Enfin voilà, ça fait partie de l'accompagnement. Xavier, vous qui accompagnez des marques, notamment avec Ecosphère, je vais vous laisser nous rappeler ce qu'est Ecosphère et nous dire pourquoi c'est important justement de les accompagner, ces marques, dans cette communication responsable. Je vais répondre tout de suite à la question, parce qu'en général, c'est jamais leur cœur de métier que de traiter de manière cohérente les questions environnementales. Alors, Ecosphère, depuis 2012, en fait, on accompagne les acteurs professionnels publics et privés sur des programmes de réduction du gaspillage et des déchets. C'est des sujets qui, en 2012, étaient à l'orée de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui sont devenus très importants sur le plan réglementaire. Il y a beaucoup de règlements, de lois qui, depuis 2012, ont incité les entreprises publiques et privées à se lancer dans des démarches de réduction du gaspillage et des déchets. Donc en fait, très rapidement sur Ecosphère, quand on lance un programme de réduction du gaspillage et des déchets, on est d'abord sur la partie amont. Et c'est très important de le dire, la partie amont, c'est comment est-ce qu'on réduit le gaspillage et les déchets avant de rentrer dans des dynamiques de revalorisation, de recyclage, d'économie circulaire. C'est très important de le préciser parce que très récemment, on était en réunion avec les communes de la métropole de Saint-Étienne qui nous a confié une grosse mission de réduction du gaspillage alimentaire et des contenants et des emballages auprès de toute la restauration collective du territoire de Saint-Étienne, c'est-à-dire les cantines scolaires, les cantines des restaurants administratifs et les cantines des établissements de santé. Et en fait, on s'est aperçu que les communes et les sites confondaient réduire le gaspillage et les déchets avec recycler et faire du compost, par exemple. Et donc, dans nos programmes, on applique des solutions et on fait des plans d'action qui vont transformer les process, mais aussi améliorer l'approche culturelle des organisations publiques et privées sur ces sujets-là. Mais on leur apprend aussi à comprendre vraiment ce que c'est qu'un enjeu environnemental, de transition écologique, d'économie circulaire qui correspondent à la réduction du gaspillage et des déchets. Voilà. Et donc, la partie qui vient d'être soulignée en termes de visibilité par Anne, Claudius Petit, cette partie-là, nous, on va la traiter à l'interne auprès des organismes publics et des entreprises privées pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la transition écologique pour leur entreprise et pour la planète à la fois. Et la communication responsable aujourd'hui, elle doit aussi impliquer les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une communication juste corporate au niveau national ou au niveau des têtes d'affiche ou seulement au niveau parfois des élus d'une collectivité locale, mais c'est une communication qui doit évidemment avoir la cohérence de cette revue comprise et adoptée, d'avoir créé de l'adhésion auprès des équipes et des collaborateurs, pour que ce soit effectivement un enjeu de transformation de l'entreprise, de l'organisation, mais aussi évidemment un gage d'efficacité dans l'application de nouveaux process, précisément sur nos enjeux à nous, qui sont la réduction du gaspillage et des déchets, pour que effectivement ces équipes-là, par une communication qui soit cohérente avec leur vécu au quotidien, puissent créer de l'adhésion et les inciter à accomplir ces nouveaux gestes, à adopter des nouveaux process, à faire évoluer leur fiche de poste, toutes choses absolument nécessaires pour que l'entreprise soit
et intégrer définitivement dans ce qu'on appelle sa chaîne de valeur, mais aussi dans sa culture, ces enjeux de transition écologique appliqués à la réduction du gaspillage et des déchets. Donc cohérence, la cohérence, ça a été souligné par Anne, j'imagine qu'on va le partager aussi, mais la cohérence entre l'action interne et la visibilité, elle est fondamentale sur ces enjeux de transition écologique. Et justement, là, la passerelle, elle est facile. On parle d'éducation, d'accompagnement. Cyprien, avec NID, c'est un peu le but, c'est d'accompagner les gens dans cette communication. Oui. L'objectif premier de NID, alors NID part d'un constat d'abord. Le constat qu'on ne pourra pas arriver à faire muter suffisamment vite nos sociétés si on n'accompagne pas les populations dans une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc notre objectif premier est de rapprocher les sciences, de créer la médiation scientifique pour permettre à chacun de comprendre ce que sont les sciences déjà, avec les difficultés qu'il y a dans le rapport à la science dans nos sociétés d'aujourd'hui, et permettre à chacun, éclairé par les sciences, de comprendre quelles sont les dynamiques qui sont enclenchées et ce que chacun à notre niveau, ce que collectivement on peut arriver à mettre en place et à faire. C'est une action d'éducation, puisque ça passe pour nous par la création de lieux de sensibilisation, de formation et de recherche sur l'ensemble des pays méditerranéens. C'est un objectif, alors on n'arrivera pas à l'ensemble tout de suite, mais en tout cas c'est l'objectif, et un objectif qui est assez ambitieux. Et bien entendu, dès qu'on parle d'éducation, dès qu'on parle de sensibilisation, même de formation, la question de la communication, elle est essentielle. C'est-à-dire comment on va arriver à créer cette dynamique, comment arriver à faire prendre conscience à chacun que collectivement, nous pouvons réaliser des choses, mais que ça passe d'abord par une implication individuelle. Toutes les actions de communication qui vont être développées, la façon dont on vient parler de cela, la façon dont on vient tout simplement présenter, je parlais de science, les comptes rendus scientifiques, les comptes rendus de recherche, est essentiel pour arriver à enclencher cette dynamique, parce qu'on doit pousser les personnes à agir et en même temps leur faire comprendre tout simplement le sens de leurs actes. On doit en même temps, je sais qu'on y reviendra un petit peu plus tard, réveiller les consciences de chacun et éviter d'avoir une approche trop moralisatrice qui finalement n'est jamais mobilisatrice. Donc le choix des mots, la façon dont on va justement diffuser ces mots, le choix de ce qu'on décide de montrer, de mettre en avant ou de ne pas mettre en avant est essentiel pour réussir une action de mobilisation. On parle destination du grand public parce que c'est l'enjeu que l'on veut porter, mais bien entendu, quels que soient les acteurs, que ce soit des acteurs privés, des acteurs publics, tout simplement, que l'on souhaite accompagner ou mobiliser, il y a à chaque fois des actions spécifiques de communication adaptées à mettre en place. Stéphanie, en agence, on sait, donc une communication responsable, ça passe par beaucoup de critères. On parle des éco-gestes, mais pas que. Ça passe par quel principe, justement, cette communication responsable ? Là, c'est bon, oui. Alors, il y a deux sujets, effectivement, parce que en communication, il y a le fond. Donc, effectivement, ce dont on a parlé là aussi, le message, qu'est-ce qu'on doit transmettre, comment être, que le message passe de façon forte, sans être culpabilisant, sans avoir un effet négatif. Mais en même temps, il y a aussi la forme. Et c'est vrai que nous, en agence, on essaye de travailler sur ces points aussi. C'est-à-dire comment on fait pour diffuser des messages sans avoir trop d'impact aussi dans notre métier. C'est-à-dire le papier, le numérique, tous les outils aussi qu'on va utiliser. Et donc, comment on va faire finalement pour que le message passe le mieux possible au niveau du fond, c'est-à-dire le ton qu'on va utiliser, l'angle qu'on va utiliser, mais aussi sur la forme, et que la forme ait le moins d'impact possible, parce qu'on est aussi un métier qui doit changer. Madame la Présidente, depuis plusieurs années, est-ce que vous voyez évoluer cette communication ? Alors j'imagine, vous, à l'intérieur de la RBE, mais aussi un petit peu de manière plus élargie. Est-ce que vous voyez que cette communication se responsabilise justement de plus en plus ? On le voit notamment parce qu'on travaille avec d'autres partenaires, parce que nous, on n'est pas, c'est pas notre métier. Et effectivement, on se rend compte que les professionnels de la communication ont compris progressivement qu'ils ont un rôle majeur à jouer, que la communication est au cœur de la transition. On a vu les pratiques évoluer, les offres évoluer, et notamment quand on travaille avec vous.
puisque c'est Sextant qui nous a aidés pour, et qui a collaboré avec les agents de nos équipes pour nos supports d'animation des espaces Génération Nature, nos vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on apprend ensemble, en fait. Les communicants ont évolué, nous avons évolué également, très simplement, en fait, d'ailleurs en interne, en fait. Auparavant, chaque équipe communiquait un peu sur ce qu'il faisait. Donc, voilà, quand on est écologue ou naturaliste, on n'est pas communicant. Et on se rend compte qu'en se structurant, nous aussi, en interne, en ayant une direction de la communication, je ne vois plus Audrey Glorian, qui est notre directrice et qui travaille d'arrache-pied sur ce sujet, mais voilà, je pense qu'elle a dû prendre le temps de déjeuner. Mais voilà, on travaille sur la structuration de cette communication pour être pertinent. Il faut avoir une stratégie à prendre aussi, parce que les nouveaux moyens, les réseaux sociaux, les médias communiquent différemment. Donc on voit vraiment les pratiques évoluer. Et puis il y a des partenaires aussi, je voulais citer le collectif régional des festivals éco-responsables et solidaires, le COFIS, qui est un acteur très important, parce que c'est vrai que le territoire régional, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on accueille un très grand nombre de festivals, alors plus ou moins connus, mais bon, voilà, quand on parle du Festival de Cannes, par exemple, qui cette année a travaillé avec la Réserve des Arts pour récupérer et réutiliser ou recycler, pardon, c'est pas recycler d'ailleurs, c'est vraiment réutiliser la moquette du palais du Festival de Cannes. Voilà, il y a vraiment des festivals qui évoluent, pour ne citer que le plus emblématique, mais après, voilà, il y a le Delta Festival avec lequel on travaille. Enfin, là, je parle de la région. Le festival de piano de la Ranque d'Enterron, enfin voilà, des festivals qui ont une envergure internationale et qui évoluent vers ces pratiques. Donc c'est particulièrement intéressant de travailler, d'évoluer tous en même temps. Et on voit effectivement que les outils existent et qu'on peut partager et les développer le plus largement possible, parfois dans des domaines qui sont plus inattendus que d'autres, et tant mieux. Stéphanie, je crois que vous aviez... Oui, je voulais me permettre une petite anecdote, parce que j'étais très contente de venir au montage du congrès mondial et de me rendre compte qu'il n'y avait pas de moquette dans les allées, puisque malheureusement, ça a été un sujet pour nous lors d'un événement ici au Parc Chano. Il y a bientôt 5 ans, nous avions décidé de réduire nos déchets, et notamment la moquette, puisque la moquette, c'est quand même... juste du pétrole qui dure 3 jours, et c'est quand même un souci, un événementiel. Et en fait, on avait décidé de faire une réduction importante. Donc on avait déjà supprimé toute la moquette dans les allées. Et ça avait été très mal reçu, avec beaucoup de personnes qui nous avaient dit comment c'est pas joli un sol qui a pas de moquette, etc. Donc je suis contente de voir que 5 ans après, ça y est, on peut faire des événements sans forcément mettre de la moquette, ou en tout cas trouver des autres moyens de décorer un sol. Et c'est pas grand-chose dit comme ça, mais il faut savoir quand même que la moquette événementielle, chaque année, c'est 2 fois la surface de Paris. Donc c'est quand même important, et que si on fait tous un petit peu des efforts, peut-être qu'on y arrivera. Oui, ça j'imagine, Xavier, en termes de gaspillage, ça doit vous parler, la moquette, etc. Oui, mais pas seulement. En fait, mes premières interventions publiques sur les thématiques de gaspillage, elles ont eu lieu en 2012, quand Guillaume Garot, qui était ministre de l'Agroalimentaire, m'a désigné rapporteur du comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et à chaque début de comité de pilotage, j'indiquais que l'un des principes de fonctionnement pour avancer ensemble, c'était le zéro culpabilisation. Voilà. Zéro déchet égale zéro culpabilisation. Alors après, il y a des structures alentours qui sont plus dans la vindicte, la mise en cause. Quand on est un acteur professionnel qui accompagne les autres acteurs professionnels dans ces démarches de progrès, on doit vraiment être dans le zéro culpabilisation, dans la sensibilisation, la formation. C'est la raison pour laquelle on a créé en 2014 la première formation déchets anti-gaspi, formation RSE déchets anti-gaspi, qui est financée par les organismes de formation de nos clients. Et on a persisté en fait dans cette approche-là. C'est ce qui permet de mobiliser les directions et de mobiliser aussi les collaborateurs. Et ça, effectivement, c'est une évolution qui a été indiquée à l'instant de la communication, c'est d'être de plus en plus dans cette recherche de cohérence et de mise en valeur de ce qui se fait
plutôt que de ce qui ne se fait pas. C'est extrêmement important parce qu'il faut toujours se souvenir que les acteurs dont on parle, y compris les festivals auxquels Anne faisait allusion à l'instant, c'est jamais leur cœur de métier de réduire le gaspillage et les déchets, par exemple, et d'être conforme aux enjeux de transition écologique. Il y a un festival auquel j'étais présent hier soir, ainsi que Michel Sana, je crois, qui n'est pas accompagné par la région. Et là, pour le coup, c'était juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on avait des éco-cups, mais les éco-cups n'étaient pas consignés. Et donc ça veut dire quoi, un éco-cup pas consigné? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas la rapporter, donc on la fout par terre, et donc on danse dessus, et donc elles vont être abîmées, et donc on va remettre du plastique sur le marché. Alors qu'un éco-cup, pour qu'il ait du sens sur le plan environnemental, doit être réutilisé 8 à 10 fois. Donc s'il est bien marketé, qu'on le rapporte chez soi, ça pose un problème parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir évaluer le fait qu'il va être réutilisé 8 à 10 fois. Et s'il n'est pas consigné, en fait, il va être abîmé. Donc on va remettre du plastique sur le marché. Donc ça n'a strictement aucun sens en fait. Voilà, donc recherche de cohérence, pas de culpabilisation, mais évidemment le zéro culpabilisation, il est appuyé sur le fond, comme le disait Stéphanie à l'instant. C'est-à-dire que si on n'est pas sur du fond et sur des démarches de progrès qui soient adaptées aux contraintes et au rythme des entreprises, la cohérence et l'absence de culpabilisation, elles doivent être, ou l'incohérence plutôt et l'absence de culpabilisation, ça prend une autre dimension que si on est vraiment sur une recherche de cohérence entre le fond, la forme, et qu'en même temps on est sur l'acceptation du fait qu'en tant qu'agence de communication, en tant qu'acteur prestataire de l'accompagnement sur ces questions-là, on conçoit qu'il faut vraiment s'adapter aux contraintes et au rythme des acteurs. Et pour ça, il y a des méthodologies. C'est-à-dire que les méthodologies, c'est s'accorder sur des objectifs. À partir du moment où on s'est accordé sur des objectifs, eh bien, là, on va pouvoir mettre en place des moyens et un calendrier. C'est ce qui permet d'ailleurs, ça m'intéresse de le reprononcer ici, d'éviter le syndrome Berge-sur-Seine à Paris, où on décide d'un truc, et puis en fait, il y a zéro moyen alternatif. Donc on va créer de la tension, de la tension ou des tensions entre les pouvoirs publics et certains acteurs, entre acteurs. Et en fait, au lieu de susciter de l'adhésion, de l'enthousiasme et de la créativité par l'adhésion, en fait, on aboutit à tout le contraire. Des échecs en termes de résultats, peu de créativité, peu d'innovation, au bon sens du terme, l'innovation. Justement, l'innovation en bon sens du terme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, l'innovation, c'est pas forcément gage de mieux, que ce soit en communication ou justement pour faire mieux en termes d'écologie. Alors l'innovation. Madame la Présidente, à mes côtés, beaucoup d'élus le savent. Aujourd'hui, quand on est un acteur privé, semi-privé, etc., et qu'on veut convaincre les pouvoirs publics, on sait qu'il y a des boutons sur lesquels il faut appuyer. Donc il y a des spécialistes du marketing de l'appel à financement des pouvoirs publics qui vont appuyer sur différents boutons. Innovation, création d'emplois, etc. Et en fait, ce n'est pas toujours évident, tant pour les services techniques que d'ailleurs pour les médias, d'être dans une investigation qui permette d'apprécier précisément la cohérence entre le projet ou l'initiative qui veut être valorisé, qui veut être financé, qui veut être visibilisé, et sa compatibilité avec les enjeux de transition écologique. Sur ce qui me concerne, sur les sujets dont je suis expert, depuis 2014-2015, où en France, il y a une grosse attention portée sur la réduction du gaspillage alimentaire, sur les plastiques, sur l'économie circulaire, en fait, il y a des foultitudes d'initiatives qui sont nées sur les territoires, dont certaines sont intéressantes, pour autant qu'on a un process qui permet d'investiguer, un process qualité qui permet d'investiguer sur leur viabilité économique, aujourd'hui, demain, sur leur compatibilité avec les enjeux de transition écologique. Et là, il y a un point qui est souvent peu investigué par les médias comme par les services techniques quand ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est quoi le modèle économique du projet, en fait? Si le modèle économique du projet, si on s'aperçoit qu'en fait, son chiffre d'affaires, il est généré par des activités qui vont montrer que le projet est en réalité intéressé par la pérennisation du gaspillage et des déchets, en fait, ce n'est pas un projet innovant. C'est un projet qui se présente sous la forme d'une start-up, mais qui a un modèle économique totalement vintage, comme les gros collecteurs de déchets, sur lesquels je ne mets pas un accent négatif. C'est des structures qui existent depuis très longtemps. Il y a des enjeux qui sont très forts en termes financiers, en termes d'investissement, en termes de préservation de l'emploi. Mais en réalité, effectivement, il y a plein d'initiatives qui sont nées, qui se présentent comme étant innovantes, mais qui ne le sont pas. Et c'est pas facile pour les services techniques, et c'est pas facile pour les médias d'investiguer sur ces sujets qui sont transverses, qui sont sociétaux, qui sont complexes, et où en même temps, il y a de l'autre côté parfois des spécialistes de j'appuie sur les bons boutons pour envoyer des signaux
qui vont me permettre d'acquérir des articles dans les journaux ou des financements de pouvoir public. Madame la Présidente, alors est-ce que ça passe par là aussi, par le monde politique, de communiquer de manière responsable avec eux, parce que je pense que c'est aussi une des choses importantes. Et complètement, je confirme que pour des élus, c'est pas toujours facile. Et la première chose, on en parlait pour le grand public, c'est la connaissance et la formation. Et la formation des élus, elle est souvent insuffisante en fait. Enfin, moi, je vois le temps que j'ai passé dans le précédent mandat, parce que j'ai participé à la concertation et à l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets, à l'élaboration d'une stratégie d'économie circulaire. Moi, il y a 6 ans, je n'y connaissais quasiment rien. Enfin, je veux dire, évidemment, je dis pas évidemment. Personnellement, je triais. Voilà, je m'étais acheté un lombricomposteur, je m'étais intéressée à ce que c'est, mais voilà, ça se limitait à ça. Tous les enjeux de filière, tous les équilibres économiques, les modes économiques, je n'y connaissais rien. Et même encore aujourd'hui, je suis loin d'être une spécialiste. Mais il faut prendre le temps de se former, de passer du temps en réunion avec des gens qui connaissent ces sujets. Et je dois dire qu'à la région, on a vraiment des services techniques qui sont extraordinaires, qui sont extrêmement compétents, qui suivent ces questions, qui sont souvent spécialistes de leur domaine. Et pourtant, les déchets, la planification des déchets, économie circulaire, c'est une compétence qu'on a héritée depuis 2016, donc c'est relativement récent. On a vraiment une équipe très très performante sur le sujet. Mais au-delà des agents, et pourtant, comme tu le disais Xavier, c'est pas toujours facile pour eux non plus de distinguer les projets de qualité, mais pour les élus, il y a un enjeu de formation très important. Et ça me fait penser d'ailleurs, parce qu'on parle aussi souvent de la nature en ville, etc. Et l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement a été sollicitée. C'est vrai qu'on est très souvent sollicité pour de la formation des élus. Et là, c'est la région qui est chef de file d'un projet européen qui s'appelle Nature en ville, Nature for City Life, qui est un projet très intéressant dans lequel on travaille avec les 3 métropoles de Nice, Toulon et Marseille, avec l'université d'Aix-Marseille-Provence, avec le bureau des guides GR 2013, avec Atmo Sud. Et en fait, la nature en ville, on en a tous une perception finalement très différente. C'est là où c'était intéressant de travailler avec les sociologues d'Aix-Marseille Université. Mais ensuite, comment on fait pour répondre à cette attente, d'une part des citoyens, et aussi comment on fait pour être pertinent par rapport à la nécessité de résilience de nos villes, de nos métropoles, parce qu'on sait que la nature en ville, ça va être aussi une réponse très forte et très importante au réchauffement climatique qui, sinon, en ville, deviendra insupportable, très clairement, et on doit vraiment agir pour le bien-être de nos citoyens. Et l'agence a élaboré un programme de formation qu'on a envoyé ou qu'on va bientôt envoyer à tous les élus de la région pour qu'ils puissent soit simplement se sensibiliser à qu'est-ce que c'est que la nature en ville, mais aussi, s'ils le souhaitent, aller plus loin et devenir experts dans cette thématique pour travailler avec leurs services techniques et être pertinents sur leurs actions locales et sur leurs décisions. Donc c'est cet enjeu de formation, je pense qu'il est très important. On le dit souvent, le président Renaud Muselier l'a dit à nos élus régionaux en début de mandat, et on le redit souvent, la formation des élus, tous les élus locaux, vous avez ce droit à la formation, profitez-en, et sur vos thématiques, pour être pertinent, pour savoir aussi distinguer les bons et les moins bons projets, il faut connaître nos sujets, et sans être spécialiste, il faut un minimum se former. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que c'est très compliqué d'agir de manière responsable pour l'écologie, etc. Cyprien, j'ai une question. Est-ce qu'il ne faut pas justement agir sur la vulgarisation, essayer d'expliquer d'une autre manière pour arriver à faire prendre conscience des choses, et cela passe par la communication? Je pense qu'il faut arriver à trouver la bonne hauteur de marche, si je peux utiliser cette expression. On a tous collectivement un escalier à monter pour faire évoluer tout simplement notre société, notre façon de percevoir notre rapport au vivant et la place que nous avons au sein de cette nature. Et je pense que la bonne hauteur de marche permet de s'assurer qu'on arrivera à faire monter le plus grand nombre d'individus en haut de l'escalier. Le but est surtout pas de se dire qu'on doit arriver demain matin en haut de l'escalier, même si en réalité il faudrait qu'on y soit déjà demain matin, mais on n'y arrivera pas. Bon. L'enjeu est vraiment de se dire comment va-t-on ensemble arriver à faire évoluer nos comportements, à faire évoluer tout simplement les objectifs qui guident nos sociétés, non pas en essayant de cliver, non pas en adoptant des postures radicales qu'on peut comprendre, parce que la situation est tellement inquiétante que les postures radicales arrivent souvent dans des moments comme cela dans nos sociétés. Comment arriver à faire ensemble et comment arriver à faire évoluer ensemble notre société? Alors, on
évoqué un certain nombre de points. La formation est certainement un élément essentiel, notamment pour permettre à ceux qui sont en mesure de décider ou qui doivent arbitrer de comprendre ce qui se joue et effectivement de venir accompagner le mieux possible des acteurs qui contribuent le mieux à cette dynamique, mais aussi tout simplement pour préparer l'évolution des métiers de notre société. Beaucoup d'entreprises qui interviennent et qui ont décidé de s'engager autour de ces questions-là ont un développement qui est complètement bloqué par des manques de main-d'œuvre, des manques de qualification. La région est un acteur fort aussi autour de ces questions-là. Il y a besoin en réalité, ce qui était dit tout à l'heure, parler de transition écologique, c'est avoir une vision à 360. Tout est écologie. À partir du moment déjà où on arrive à faire prendre conscience à chacun que l'être humain qui se considère depuis longtemps comme extérieur à la nature est en réalité un élément de la nature. C'est certainement la première étape. Et oui, la façon dont on le dit, la communication là-dessus est essentielle. Je parlais d'auteur de marche juste en introduction de mes propos. Comment mesurer la capacité de chacun, qui peut être différente en fonction des publics auxquels on s'adresse, de percevoir le message, de l'assimiler et arriver au travers de cela à le mettre en action. C'est l'enjeu premier qu'on veut porter, mais que beaucoup portent. On n'est pas les seuls, on n'arrive pas avec quelque chose de révolutionnaire là-dessus. On a une approche assez singulière qu'il y a un territoire, c'est le bassin méditerranéen, et qu'il y a une méthodologie, tout simplement. Mais comment arriver à mettre notre société en mouvement et en évitant le plus possible la violence qui peut être induite par des crises comme celle dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, certainement en sensibilisant, certainement en ouvrant des espaces de dialogue et en formant tout un chacun pour qu'on puisse comprendre tout simplement en quoi nos gestes quotidiens ont un impact, en quoi les gestes positifs que l'on peut porter, même s'ils peuvent nous paraître anodins et qu'on préfère souvent pointer du doigt les acteurs économiques, les acteurs politiques ou notre voisin, qui lui trie beaucoup moins bien que nous, en quoi chacun à notre niveau, on peut arriver à créer une dynamique et on peut arriver, c'est l'objectif commun de tous, de toute façon non pas à stopper le dérèglement climatique, il est enclenché, à limiter tout simplement l'impact de nos activités sur notre environnement, à limiter parmi les différents scénarios que les scientifiques ont évalués, à éviter le pire des scénarios qui peut se présenter à nous. Et en Méditerranée, il est plus proche que pour la très grande majorité du reste du globe. Et comment on peut arriver ensemble à construire tout simplement une société qui peut se projeter dans la durée. Voilà. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Et la façon dont on dit les choses, la façon dont on arrive à mobiliser, la façon dont on écoute aussi, parce qu'on parle de communication, on ne parle pas que d'information, comment on reçoit l'information, comment on arrive à comprendre les positionnements des uns et des autres et les différents acteurs, c'est bien entendu un élément qui est essentiel. Et oui, Stéphanie. Non, je voulais juste ajouter aussi qu'en plus, on n'en est pas tous au même niveau, au même moment. Et que ça, il faut être tolérant avec ça, parce qu'en fait, si on est on a déjà un poids assez lourd quand même de culpabilité. Donc si en plus on en rajoute à avoir beaucoup de jugements parce que voilà, lui fait pas assez, cette entreprise n'est pas assez bien, ne fait pas comme ça, n'a pas encore changé, c'est pas bien, etc. On bloque le discours, quoi. Et même, on fait peur. Moi, je me suis retrouvée des fois dans des codires où les équipes de com me disaient « mais je veux pas communiquer RSE parce qu'on n'est pas légitime ». Mais oui, mais vous faites ça, il faut en parler, il faut éduquer vos collaborateurs, vos clients seront contents de voir que vous faites des efforts, et puis ça va donner un élan, et puis peut-être qu'en R&D, ils vont s'y mettre à chercher un produit qui sera différent. Mais ça leur fait peur, parce qu'en fait, il y a aussi un phénomène de jugement qui s'est installé, et qu'il faut qu'on casse ça, qu'on décloisonne pour se dire oui, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens magnifiques qui vont avec leur tube en verre tous les jours pour leurs courses, qui font hyper attention, qui roulent à vélo, etc. Il y a des gens qui n'en sont pas du tout là. Il y en a qui n'ont pas encore compris tous les enjeux aussi que ça peut avoir. Et donc, je pense qu'il faut effectivement être tolérant avec ça et essayer de transmettre, d'informer, de faire changer toujours d'un tout petit pourcentage. Nous, c'est ce qu'on se dit souvent à l'agence. C'est peut-être 2%, c'est toujours ça de prix. Et essayer de faire avancer les choses dans ce sens-là. Voilà. Justement, Stéphanie, vous parliez de l'agence. Il y a un mot qui revient souvent à l'agence avec les clients, c'est la sincérité. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de très important, communiquer avec sincérité? Je vais trahir un petit secret de la semaine dernière. On regardait une campagne de pub pour Adidas qui nous parlait de chaussures recyclées, etc. C'est ce qu'on appelle un peu du greenwashing. Ça manque un peu de sincérité parfois. Est-ce que c'est ça la notion importante finalement que vous essayez de transmettre aux clients?
Évidemment, la sincérité dans les mots et dans les actes, ça a été évoqué au début de notre échange. Et puis, voilà, ce travail sur l'authenticité, c'est-à-dire de transmettre quelque chose d'authentique, non transformé. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on est dans une société qui demande de la communication assez lissée. Un algorithme, Instagram par exemple, pour ne citer que lui, il préfère une photo bien retouchée, bien lisse et bien mise en avant qu'une photo très nature. C'est comme ça clique beaucoup plus. Donc il faut essayer de casser ces codes-là. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire quand on a un projet qui arrive, d'essayer de le comprendre, d'essayer de pouvoir l'analyser le mieux possible et de pouvoir retransmettre ensuite, voilà, le plus simplement possible et le plus clairement possible, adapté à un public. Voilà. Après, c'est sûr que il faut éviter d'en dire trop et en même temps, il ne faut pas non plus être trop réservé. Il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites et il faut aussi le dire. Et moi, je suis persuadée qu'une communication, si elle est sincère, elle trouve son public naturellement et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a plus besoin d'en faire des tonnes. Surtout qu'aujourd'hui, la communication, c'est surtout communiquer sur ce qu'on peut prouver. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Xavier, vous l'avez ressenti ça un peu avec les marques que vous accompagnez, alors vous, contre le gaspillage, mais justement cette volonté de prouver qu'on agit concrètement? Oui, on l'a ressenti, c'est cet accompagnement des marques en fait, sur nos sujets très précisément, qui nous avait fait remporter le prix de la responsabilité sociétale des marques au Salon Pro Durable en 2018. Et on avait mis en avant à cette époque-là la manière dont on avait entraîné le groupe Casino, notamment, et ses collaborateurs, dans une mise en valeur de leur nouveau contenu de démarche RSE. C'est un groupe qu'on a entraîné sur deux de ses enseignes. Et à partir de 2016, je crois, 2017, chaque année, en fait, on se rencontrait avec la direction générale du groupe, les collaborateurs d'un magasin, notre équipe, et puis un élu, souvent Guillaume Garot d'ailleurs, puisque c'est lui qui était à l'initiative de cette politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire, à la fois pour mettre en valeur ce contenu, ces collaborateurs qui s'impliquaient, qui s'investissaient au quotidien dans l'adoption de nouveaux gestes, dans une nouvelle conscience, et aussi pour faire prendre conscience à la direction générale que ce n'était pas seulement un outil de visibilité et d'amélioration de l'image, mais aussi un outil d'amélioration des compétences professionnelles, de fédération des collaborateurs, de création d'enthousiasme sur quelque chose qui faisait sens pour eux dans leur métier, mais aussi dans leur vie au quotidien, dans leur famille, et qui était lié à des enjeux très d'entreprise, mais aussi très planétaires. Et ça, ce contenu-là, effectivement, c'était dit par Stéphanie certainement, il y a des entreprises qui peuvent avoir une certaine timidité à le mettre en œuvre. Donc, à certaines séquences de l'année, on les accompagne sur comment est-ce qu'on le met en œuvre, comment est-ce qu'on donne du contenu, pour autant, encore une fois, qu'il soit sincère et cohérent. Et en fait, je me posais une question à travers ce que disait Stéphanie à l'instant. Alors, pas de culpabilisation sur les démarches de progrès, mise en valeur de ce qui se fait et pas de ce qui ne se fait pas, oui, pour entraîner. Après, il y a une question que je me pose, qui est liée à l'impact de la crise sanitaire sur les démarches RSE de certains de nos clients ou prospects. C'est quelle tolérance vis-à-vis de la régression? Parce que de la régression, de la prise en compte de ces sujets. Ici, par exemple, là, il y a un traiteur qui a fait le cocktail d'ouverture vendredi soir, qui est un de nos clients depuis 2015. C'est l'Association nationale des traiteurs de France qui nous avait sollicité pour mettre en place un dispositif d'accompagnement à la réduction du gaspillage et des contenants et des plastiques à usage unique dans ce secteur-là auprès de leurs traiteurs. Très bien, avec parfois des difficultés à faire comprendre qu'un événement qui par définition est éphémère n'est pas contradictoire avec des enjeux de développement durable, ne serait-ce parce que l'événement, ils vont le reproduire 200, 300, 400 fois dans l'année avec leurs clients. On a été sollicité par des agences événementielles à la fin du deuxième confinement qui nous disaient on sent qu'on doit y aller, qu'on ne pourra plus ne pas prendre en compte cette dimension environnementale dans notre façon de fonctionner, notre communication vis-à-vis de nos clients. Et à d'autres occasions, on a senti en fait que le stress financier pesant sur ce secteur-là était tel que ça allait éjecter en fait de leur scope d'intérêt prioritaire les démarches environnementales qui avaient été enclenchées auparavant. Alors là, moi, je me pose vraiment la question. Il y a la tolérance maximum sur les démarches de progrès, oui, quels que soient les secteurs d'activité, publics ou privés. Après, sur les éléments de régression, bien sûr qu'on doit avoir une compréhension par rapport au stress financier, au poids qui pèse sur les entreprises, en particulier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on arrive à continuer à les mobiliser sur ces enjeux en leur faisant comprendre que, bien sûr, ils ont des enjeux de court terme en termes de chiffre d'affaires, de pression économique, mais que s'ils n'intègrent pas définitivement ces démarches, ces enjeux de transition écologique dans leur façon de fonctionner, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils couleront en fait. C'est une question un peu ouverte que je pose là. Moi, je vais rebondir là-dessus. On parle beaucoup de RSE depuis tout à l'heure, c'est un mot qui revient. La RSE, le gouvernement l'a mise en avant il y a quelques années. C'est on va dire en route depuis quelques mois. On voit les entreprises de plus en plus communiquer sur leur RSE. Stéphanie, vous les accompagnez justement ces entreprises pour avoir une RSE solide et en leur expliquant que c'est un peu la fondation de ce qui va faire leur communication. Déjà, pour rejoindre ta question, je pense qu'effectivement, sincère, c'est dans le mieux, mais dans le moins bien aussi, quoi. Donc, il faut être capable de dire là, on a progressé, là, on n'a pas progressé, les solutions qu'on va mettre en place pour essayer de progresser, surtout si on a même reculé. Parce que sinon, c'est assez facile, en fait. On prend tout ce qu'on peut changer facilement, on le change, ce qui est déjà très bien. Et puis après, on s'arrête là et on ne progresse plus, quoi. Donc l'objectif est d'être dans l'amélioration tout le temps. Et donc voilà. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire effectivement quand on accompagne les marques sur la RSE. En amont, c'est déjà de poser une raison d'être qui soit cohérente et logique avec le projet qui est amené, que ce soit un projet d'entreprise, associatif, peu importe. Et puis après, c'est d'être cohérent dans sa communication, dans la sincérité, dans le bien, dans le mieux et dans le moins bien aussi, quoi. La RSE, justement, j'aimerais un peu avoir votre avis à tous là-dessus, puisqu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui devient important dans les entreprises, même pour les territoires. Est-ce que c'est ça qui va faire peut-être le déclic? Est-ce que le gouvernement a eu la bonne idée en termes de communication pour responsabiliser un petit peu les entreprises? Je pense que ça montre avant tout la question de la RSE, le fait que le consommateur ou le citoyen, en fonction de là où on le regarde, au travers de son acte d'achat, il attend autre chose qu'un produit qui correspond à ses besoins. Bon. Je pense que c'est plutôt ce signal-là qui est intéressant à prendre en compte. Si on le regarde côté communication et côté dynamique, c'est quelque chose qui dépasse les questions liées à la transition écologique. La transition prend un poids de plus en plus important à l'intérieur des démarches RSE et des attentes des consommateurs, et tant mieux. Ça recoupe un petit peu la question que tu posais juste avant. Comment on fait pour faire comprendre à une entreprise que même si économiquement prolonger sa démarche est compliqué, elle ne va pas avoir d'autre choix que ça. Je pense qu'on le fait surtout comprendre aux consommateurs, on le fait surtout comprendre par l'intermédiaire du consommateur. L'un des enjeux de communication et de sensibilisation, je ne parle pas forcément des entreprises, ou en tout cas de celles qui agissent déjà de façon très positive, certainement, c'est de récupérer des parts de marché par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas suffisamment avancé dans cette direction. L'autre enjeu, il est de mobiliser de plus en plus de citoyens consommateurs pour qu'au travers de leurs actes, ils comprennent que finalement le pouvoir est bien entre leurs mains, à la fois au regard de leur relation à l'activité économique et au secteur économique, mais aussi tout simplement au regard de la relation qu'ils ont aux élus et à la démocratie. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Regarder une entreprise, regarder une action publique en passant son temps finalement à taper dessus sans questionner la façon dont on vient influencer et à la fois l'action politique et l'action des acteurs privés, c'est certainement se tromper de combat et c'est surtout tous nous mettre dans une voie qui est une impasse. Bon. Et la question de la RSE, selon moi, rappelle simplement, au-delà du fait qu'un acteur économique n'est pas qu'un acteur qui a vocation à fournir de l'emploi et à produire des richesses, le fait qu'il ait une importance considérable dans le fonctionnement de la société, qu'il peut donner une coloration au fonctionnement de la société dans laquelle il intervient, ça rappelle surtout, je pense, que nos citoyens attendent ça. Qu'ils attendent, on parle des acteurs économiques, donc parlons simplement des acteurs économiques, mais qu'ils attendent de ceux qui agissent, des acteurs importants de nos sociétés, les acteurs économiques en sont un élément important, qu'ils contribuent à construire la société de demain. La société à laquelle, en tout cas, certains, et de plus en plus de monde, vers laquelle de plus en plus de monde se projette. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans la RSE. Finalement, la RSE, c'est pas une politique gouvernementale qui dit RSE. La politique gouvernementale, elle dit aux entreprises, attention, on attend autre chose de vous. Mais c'est pas finalement... on travaille aussi en direct avec des ministères, des responsables ministériels ou des ministres. La question n'est pas de se dire simplement il y a une volonté politique à un moment donné
les acteurs politiques ont aussi vocation à accompagner des dynamiques sociétales, et ça correspond à un moment où notre société, tout simplement, se rend compte qu'il n'y a pas uniquement des simples consommateurs dans un coin qui cherchent un produit qui répond à un cahier des charges techniques, qui répond tout simplement à leurs besoins. Il y a aussi un acte d'achat, ça peut être aussi un acte citoyen, un acte d'engagement, même sur des produits de première nécessité. Et le fait que les entreprises puissent le glisser au travers de cette dynamique RSE est certainement un bon cadre pour pouvoir le faire. Mais pour moi, ça vient davantage éclairer le poids qu'ont les consommateurs ou les citoyens dans le fonctionnement de nos sociétés et dans les décisions de ces structures. C'est peut-être ça, jusqu'à présent, la communication, c'était souvent vouloir vendre un produit, vendre quelque chose, vendre une idée. Aujourd'hui, on a peut-être cette notion de vouloir convaincre, apporter une explication, accompagner les consommateurs, les citoyens, pour leur faire mieux, j'imagine, en termes d'écologie. C'est un peu ce qu'on rencontre à l'agence, c'est-à-dire oui, on vend quelque chose, mais on vend aussi une idée pour faire mieux. Est-ce que aussi c'est ce que vous le ressentez, ça Alors, je vous laisse répondre. Oui, en fait, j'avais envie de rebondir parce qu'effectivement, il y a une forte attente des consommateurs. Et moi, pratiquement tous les ans, j'ai le plaisir de représenter la région dans la remise des trophées RSE de la région. Et ce qui m'a frappé depuis, dès le début, c'est de voir des entreprises de n'importe quelle taille. Parfois, c'est juste 5 personnes, parfois, c'est 100 ou 1000, peu importe. Et souvent, en fait, vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent moi, j'ai commencé, je ne savais pas que c'était de la RSE, en fait. Et alors, ça peut être un peu plus social ou un peu plus environnemental, ou les deux. Peu importe, en fait, la démarche, elle est là. Et puis, d'un coup, ils se rendent compte que oui, c'est valorisant pour son entreprise quand l'entreprise postule sur des marchés publics. Et là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir aussi là une responsabilité des collectivités quand elles interviennent sur des marchés. Au-delà tu parlais effectivement des attentes des consommateurs. Là, c'est les collectivités comme la région, puisqu'on essaye d'être aussi, on s'est engagé dans des démarches de collectivité exemplaires, dans nos achats, dans nos marchés. Et en fait, c'est ça qui fait aussi enclencher des démarches. Et alors, autre volet, je pense, c'est souvent les chefs d'entreprise, ils vous disent « Mais moi, si je veux embaucher et si je veux garder mes salariés, je dois avoir cette approche. » Tout à l'heure, on signait ce matin une lettre d'intention avec Citeo et Nestlé France, avec la région, pour s'engager dans un projet qui sera un projet pilote dans la région sur les déchets abandonnés, les déchets sauvages. Pour Nestlé, c'est une évidence que s'ils veulent continuer et garder leurs salariés et avoir des salariés jeunes qui s'engagent dans leur métier, il faut qu'ils aient cette approche à la fois sociale, sociétale et environnementale. Parce que sinon, ils ont des salariés soit qui vont partir, soit qui vont leur reprocher leur approche marketing. Donc finalement, c'est une nécessité pour eux, non seulement par rapport aux consommateurs, mais aussi dans leur écosystème avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs salariés. Donc c'est des démarches assez complètes, et là on voit vraiment le développement durable finalement. Un développement durable, il s'appuie sur la dimension sociale, sur l'environnement et sur l'économie, et on ne peut pas oublier l'un ou diminuer un peu l'autre, il faut que les trois soient cohérents. Xavier, vous qui accompagnez justement les territoires, plusieurs territoires, vous le ressentez tout cela avec eux, avec les territoires, au-delà des marques? Alors, une identité de marque territoriale, c'est encore autre chose. La région Anne et beaucoup d'élus et de services sont très en avance sur le développement de cette image de marque territoriale avec la COP d'avance, le plan climat 2, la stratégie économie circulaire. Enfin, Anne peut évidemment développer cela bien mieux que moi encore. Construire une identité de marque territoriale avec des communes, c'est parfois le même enjeu de prise de conscience que c'est possible que dans une entreprise. C'est ce qu'on est en train de voir avec la métropole de Saint-Étienne notamment, où avec mon équipe, on a mobilisé les communes avec les services, mais de manière très complémentaire, dans une co-construction en fait, d'une logique de création d'adhésion des communes sur un volontarisme pour réduire le gaspillage et les déchets de la restauration collective sur leur territoire. Ça a été très particulier parce qu'on était persuadés que au début, les services eux-mêmes seraient convaincus que ce serait possible, et en fait, ils étaient très timides par rapport à cette
perspective d'engager un maximum de communes et de sites sur leur territoire. On leur a dit, écoutez, on vient de remporter le marché, on vous propose d'animer 3 webinaires avec les élus et les services, comme ils le souhaitent, des communes, pour leur expliquer quel programme on va pouvoir monter ensemble. Et donc on a fait 3 webinaires, et à la grande surprise des services déchets et économie circulaire de Saint-Étienne Métropole, qui sont vraiment hyper dynamiques, on est dans une relation particulièrement intime de co-construction, du respect humain, du respect pour les compétences techniques. Mais en fait, à leur grande surprise, le premier appel à projet a fait un carton, un total carton. Et aujourd'hui, on a même des communes qui nous demandent, parce qu'on a commencé à réaliser les diagnostics quantitatifs et qualitatifs des déchets dans les sites de restauration collective, qui nous demandent d'être mis en réseau avec les autres communes, précisément parce qu'il y a une émulation qui est en train de se créer, il y a une identité de marque territoriale qu'on a fixée comme objectif, qui va faire partie de la foire de Saint-Étienne, sur laquelle on va intervenir dans quelques jours. On leur a aussi, parce que c'est notre méthodo, dit qu'on les invitait à la table ronde qu'on organise sur ce sujet au Salon Pro Durable à Paris, qu'on allait faire un point de communication aux alentours du 16 octobre, journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc petit à petit, comme ça, en créant l'adhésion, en convainquant les équipes, en leur permettant aussi, en leur délivrant aussi des programmes communicants sur ce qu'on fait avec. C'est-à-dire qu'avant chaque arrivée d'un chef de projet d'écosphère sur un site de restauration collective, le référent du site, le référent de la commune reçoit un programme qu'ils vont pouvoir afficher et diffuser à l'ensemble des services en mode projet interservice pour mobiliser toutes les équipes et faire en sorte de créer de l'adhésion. En fait, la technique, l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être dans la compréhension de la transversalité, la recherche de la sincérité, de la cohérence, dans le technique et dans l'humain. Et ces composantes-là, en fait, quand on est vraiment volontaire, on peut créer ces dynamiques-là sur le plan territorial ou sur le plan des entreprises. Évidemment, toutes les entreprises, nous, on se définit comme étant une entreprise à la fois technique et engagée. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on ne va pas réfléchir au temps qu'on alloue et qu'on dédie à nos projets en fonction de la seule rentabilité financière pour notre entreprise. C'est-à-dire, on a prévu tant de jours hommes, est-ce qu'effectivement on les dépasse, on ne les dépasse pas, etc. Comme on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise commerciale dotée de l'agrément ESUS, Écosphère, depuis sa création, en fait, on ne peut pas ne pas aller plus loin que ce qu'on a proposé à nos clients, qu'ils soient publics ou privés. C'est-à-dire qu'on va naturellement connecter ce qu'on fait avec eux, les programmes qu'ils nous ont confiés, les missions qu'ils nous ont confiées, avec des enjeux qui sont encore plus larges. Si on sent qu'on peut créer, accompagner la création d'une dynamique d'identité territoriale ou corporate, on va le faire, même si ça ne nous est pas demandé initialement, parce qu'on sait que c'est mobilisant, on sait qu'ainsi on contribue à l'efficacité de notre programme chez nos clients, mais aussi à la transformation d'une entreprise publique, d'une organisation publique, d'une entreprise privée, et que cette transformation, elle va servir le territoire, elle va servir le national, et elle va servir la planète. Donc évidemment que cette double dimension de technicité et d'engagement, elle est très certainement un levier, un fervent levier en fait, de ces accompagnements de transition des entreprises et de transition écologique. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était la communication responsable, même s'il y a encore énormément de choses à dire. On pourrait y passer des heures. J'aimerais un peu avoir votre avis à tous. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure du Congrès mondial de la nature, la communication responsable, responsabiliser sa communication, ce n'est pas ce qui est obligatoire pour demain, que ce soit pour les territoires, pour les entreprises, adopter cette communication-là, responsable, est-ce que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui ? Stéphanie, peut-être je vais vous laisser commencer, parce que vous êtes sur ce sujet tous les jours à la Lance. Oui, responsabiliser de manière générale, il faut tous qu'on le fasse. Et modifier sa communication, transformer les méthodes de communication d'avant par de nouvelles méthodes, c'est juste essentiel, parce que c'est aussi un secteur qui a participé à la surconsommation, qui doit changer, qui doit évoluer. Et même si je suis partisane que le consommateur n'est pas dupe et que c'est pas parce qu'il va voir une publicité qu'il va suivre bêtement et acheter absolument le produit, néanmoins, il faut changer sa façon de voir le marketing et la communication, l'utiliser autrement. C'est essentiel pour changer des normes de société. Et on l'a vu dans plein d'autres moments historiques de notre société que la communication est souvent une des clés.
Donc il est important évidemment de changer la façon aussi dont on le fait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été ici aujourd'hui pour parler de cette communication responsable. On se recroisera certainement dans les allées du congrès. Merci à tous.